Bien, nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui est un sujet sans doute tout à fait nouveau pour nous, qui relève de ce qu'on appelle l'analyse du texte. Les fichiers qui vont avec. L'analyse du texte. Nous avons, lors de la précédente séance, réfléchi sur les notions finalement de phrase, comment on corrige une phrase, en analysant les erreurs qui peuvent s'y trouver, tant au point de vue de la forme stricto sensu orthographique et grammaticale, ça c'est ce qu'on appelle la cohésion, et un niveau un peu supérieur qui est celle de la cohérence, c'est-à-dire le respect du modèle. Alors ça nous donne en grammaire, ça nous donne tout un ensemble de notions qu'on appelle le texte. Alors si vous vous souvenez de ma petite explication du fonctionnement de la grammaire elle fonctionne en pyramide ou alors en entonnoir. On peut analyser les mots, on peut analyser les groupes de mots, chat, le chat. On peut analyser les phrases. Là-dedans, nous avons tout ce qui relève de type et forme de phrases, mais aussi subordination. Et puis, il y a encore deux autres niveaux qui sont justement le niveau du texte et un supérieur qui est celui de l'énonciation. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est ce niveau du texte. Comment s'analyse un texte? Et c'est ce qui relève, pour une grande part, de la deuxième partie du concours. Il y a la dissertation, et ensuite il y a une partie qui est une partie lexicale et une partie d'analyse stylistique. Elle se placera, cette partie stylistique, au niveau du texte. Alors tout d'abord, donc ce serait mon chapitre 4. Chapitre 1, les mots, les classes de mots. Chapitre 2, nous avions vu les groupes de mots. Chapitre 3, la phrase. Et on serait dans le chapitre 4, tout ce qui relève du texte. Et dans ce texte, eh bien, il y a quelques notions, pas beaucoup de notions, mais il y a des informations à savoir maîtriser comme dans beaucoup d'autres niveaux de l'analyse. Donc le texte. Tout d'abord, une définition toute simple. Quand parle-t-on de texte? On parle de texte à partir du moment où on dépasse la phrase unique. C'est-à-dire qu'un texte, c'est deux phrases ou plus. Un roman de 500 pages, de 1500 pages, c'est un texte, mais deux phrases, c'est aussi un texte. Comment vas-tu? Bien? Eh bien, voilà un texte. Comment vas-tu? Bien? C'est un texte. Donc, c'est minimal, maximal. En tout cas, on parle de texte lorsqu'on s'interroge sur la relation qui peut unir des phrases. On parle de texte à partir du moment où on s'interroge sur les relations que peuvent entretenir des phrases. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est comment les phrases entretiennent, les unes avec les autres, des relations pour fabriquer un texte. Alors, premier point, la structuration du texte. Structuration du texte. Comment fait-on pour structurer un texte? Eh bien, la première manière pour relier la phrase 1 à la phrase 2, c'est d'employer des mots qui servent justement à la structuration. Ce qu'on appelle des conjonctions ou Junkere, joindre ensemble, joindre ensemble de phrases, des conjonctions de coordination. Conjonctions de coordination. Et vous savez que ces conjonctions de coordination sont en nombre extrêmement limité.
puisqu'il y en a une toute petite poignée, c'est mais, ou, est, or, ni, car. Mais, ou, est, or, ni, car, il y en a 6. La phrase 1, elle sera liée à la phrase 2, ou la phrase 2 sera liée à la phrase 1, parce elles auront entre elles un mot qui fera l'injonction. Il fait beau, point, mais je ne sors pas. Qu'est-ce qui fait la jonction entre l'un et l'autre? Il fait beau, je ne sors pas. Il n'y a aucun mot commun dans ces deux phrases. Il fait beau, je ne sors pas. Sauf qu'il y a un mot qui fait la transition entre les deux. Et c'est donc ce qu'on appelle les conjonctions de coordination. Si on vous pose la question de savoir comment est structuré le texte suivant, ben, d'abord, ce que vous faites, vous repérez s'il y a des conjonctions de coordination qui structurent l'ensemble. Et je vous rappelle que nous avions beaucoup parlé lors de l'organisation des paragraphes dans la dissertation, justement du fait qu'il fallait que les différents arguments ou les différents exemples appartiennent à un raisonnement unique qui est celui du paragraphe. Donc, il y a effectivement une liaison marquée par des liens, en partie donc des conjonctions de coordination. Deuxième possibilité, des adverbes. Le donc, qui longtemps a appartenu aux conjonctions de coordination, mais oui, donc Ordicard, on le place maintenant plutôt dans les adverbes. Enfin, pas plutôt, il est placé maintenant par la grammaire de l'école dans les adverbes. Qu'est-ce que nous avons de manière plus directe, plus simple à comprendre en tout cas, qui structure un texte? C'est par exemple les adverbes de temps. Hier, il faisait beau, aujourd'hui, il pleut, demain, je ne sais pas. Bon, bah, hier, aujourd'hui, demain. Qu'est-ce qui unit ces différentes phrases? Le fait qu'elles sont structurées temporellement. Mais nous avons beaucoup d'adverbes qui indiquent ces relations de causalité, de manière de la phrase 1, la phrase 2, pardon, s'incruste dans la précédente au moyen d'adverbes. Donc vous avez un petit mot qui se balade comme ça, soit il est dans la liste très fermée, mais où est or ni car, soit il y a vraiment beaucoup de chances pour que ce soit un adverbe. C'est les deux, si vous voulez, situations les plus habituelles. Donc il y a un mot, conjonction, il y a un mot adverbe, qui fait la relation d'un élément à un autre. Qu'est-ce qui peut encore faire la relation? Un élément ou une relation sémantique. Une relation sémantique, un élément de sens. Un élément de sens. Là, c'est un peu plus ennuyeux à analyser. La phrase 1 et la phrase 2 n'ont qu'un élément en apparence semblable, mais l'une est la conséquence de l'autre, ou l'une se place temporellement avant ou après l'autre. Si je vous dis il pleut, phrase 1, je ne sors pas, phrase 2, vous voyez qu'il n'y a aucun mot commun entre la phrase 1 et la phrase 2. Et pourtant, cela forme un texte. Il y a une relation entre les deux. Et la relation, quelle est-elle? Eh bien, c'est que je suppose que cette phrase-là est la conséquence de la phrase précédente, ou inversement, que la phrase précédente était la cause de la phrase suivante. C'est parce qu'il pleut que je ne sors pas. Parce qu'il pleut que je ne sors pas. Ou alors c'est puisqu'il pleut que je ne sors pas. Donc deux phrases, elles peuvent avoir une relation de causalité ou de conséquence qui est non exprimée par la grammaire,
mais qui est exprimé par le sens. Ici, nous avons des éléments qui sont des éléments qui relèvent de la grammaire. Autrement dit, il y a un mot linguistique, il y a un élément linguistique qui manifeste la relation entre les deux phrases. Je ne sors pas, point. En effet, non, pardon, il pleut, point. C'est pourquoi je ne sors pas. C'est pourquoi bon, bah, la causalité est clairement exprimée par une locution adverbiale. En revanche, ici, rien, c'est donc le sens que je dois chercher. Donc, quelles sont ces relations sémantiques qu'on dira induites ou un sens induit, un sens qu'il faut déduire, un sens qui est supposé? Eh bien, ça peut être, comme je dis ici, cause ou conséquence. Ça peut être des relations de temps, de temps. Si je dis il est en retard, phrase numéro 1. Il arrivera après le départ. On peut dire qu'il y a une relation de conséquence. Conséquence, il arrivera après le départ du train parce qu'il est en retard. Mais je peux dire aussi que ces deux actions sont conséquentes. Il y a un, il est en retard, et deux, il sera en retard. Donc, en fait, la succession des phrases marque une succession dans le temps. C'est beaucoup plus évident dans les récits. Il prend un verre, il le boit. Action 1, je prends. Action 2, il le boit. Il ouvre sa voiture, il gare sa voiture, il ferme la porte à clé. On suppose que l'action fermer la porte à clé, elle ne peut aller qu'après l'élément, il gare sa voiture. Entre ce morceau-là et ce morceau-là, eh bien, ça, ce sera le temps 1, et ça, ce sera le temps 2, temps 3, temps 4. Donc, quand on est ici, il ouvre la porte, il monte l'escalier, il ôte son manteau, il s'assoit dans le canapé. En fait, ce qui structure aussi ces différentes actions, c'est qu'elles donnent des temps successifs. Il n'y a pas le puis, après, ensuite, mais la succession des verbes indique une succession dans le temps. Donc, quelle construction je dois, quelle notion je dois ajouter entre la phrase 2 et la phrase 1, entre la phrase 3 et la phrase 2, etc. Eh bien, cause, conséquence, temps, ou éventuellement lieu, ou aussi lieu. Dans une phrase de type la forêt était tranquille, point. Les oiseaux chantaient, aucune relation grammaticale entre la 1 et la 2. La forêt était tranquille, les oiseaux chantaient. Il n'y a pas un mot commun entre ces deux phrases-là. Soit on considère que c'est la causalité, parce que la forêt était tranquille, alors les oiseaux chantaient, ou alors on suppose que nous sommes dans une sorte d'unité de temps, pardon, unité de lieu. Voilà. Il y a un lieu qui est décrit, et ce qui va se passer se trouve dans ce lieu-là. La salle est ouverte. Faites vos devoirs. Quel rapport entre faites vos devoirs et la salle est ouverte? Eh bien, on suppose que vous allez faire vos devoirs dans la salle qui est ouverte.
Il était une fois dans une forêt lointaine, point. Une sorcière vivait dans une maison en pain d'épices. Quel rapport entre la forêt lointaine et la maison en pain d'épices? On suppose que dans la phrase 1, il est donné un lieu et que le reste se passera dans ce lieu. Donc, une phrase, elle peut être reliée avec une autre, avec des éléments qui sont des mots appartenant à des classes différentes, la classe adverbe, la phrase conjonction de coordination, mais on peut fabriquer entre deux phrases aussi des relations de sens, créer un lieu, créer un temps, relation de temps entre les deux, ou créer des principes de cause et de conséquence. Bon, jusque-là, pas grand-chose de très, très compliqué dans ce que je vous dis. En gros, on articule les phrases les unes avec les autres au moyen de conjonction, d'adverbes, de sens, mais, et on progresse un petit peu sur un autre champ, on peut entrer dans un système de structuration qui repose sur un principe qu'on appelle le principe de répétition-substitution. 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 Si vous avez des questions, vous m'interrompez, hein, vous me demandez, vous me dites stop, est-ce que vous pourriez repréciser ceci ou cela, parce que nous ne le reverrons pas avant un certain temps, voire l'année prochaine. Répétition-substitution. Bah, tout simple, d'abord, la phrase 2 répète un élément de la phrase 1. Le chasson d'or. Charbon. Quel rapport entre la 1 et la 2? Bah, tout simplement qu'il y a un élément qui est répété. Un élément qui est répété, et il peut être répété dans le sujet, il peut être répété dans les compléments, il peut être répété dans le groupe verbal. Ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, ce qui fait la jonction entre la phrase 1 et la phrase X, c'est qu'il y a un élément qui est un élément de répétition. Le chasson d'or, le chat ronfle. Je vois les poils du chat sur le canapé. Il s'est endormi, il ronfle. Où est-ce qu'il est? Bah, sur le canapé. Comment je le sais? À cause du fait que la phrase 3 répète un élément de la phrase 2 qui répétait un élément de la phrase 1. Alors, il est vrai que le français n'aime pas beaucoup les répétitions. La langue française n'aime pas beaucoup les répétitions. Mais la phrase 7, par exemple, elle peut répéter un élément de la phrase 1. La phrase 8, pour clarifier ce dont on parle, elle peut répéter un élément qui était donné dans la phrase 3 et faire en sorte que, ainsi, on se rappelle du contexte. Donc, qu'est-ce qui unit, voilà, information toute simple, qu'est-ce qui unit une phrase X à une phrase X moins, moins 1, moins 3, moins 8? Le fait qu'elle répète un élément antérieur. Répétition, c'est une des manières les plus simples de structurer un texte, réactiver en le répétant un élément antérieur. Mais il y a aussi un moyen de lier les phrases en substituant dans la phrase X un élément par un autre, un élément qui se trouvait dans les phrases X-1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors, qu'est-ce que c'est que la substitution? Là, je vais avoir besoin d'un peu de temps, parce que c'est un principe qui est beaucoup plus long à décrire. Donc,
substitution. Là, j'ai besoin d'un peu de place. Substitution. Son nom l'indique, remplacement. Il s'agit de remplacer. Nous allons remplacer un élément par un autre. Qu'est-ce que nous avons comme substitution? Donc, je vous fais une petite liste des différentes modalités de substitution. Répétition, c'est simple, on reprend l'élément tel qu'il était. Vous connaissez peut-être ce poème qui s'appelle Liberté, j'écris ton nom. C'est un poème écrit en 1942 pendant la guerre. Sur les nuages, liberté, j'écris ton nom. Sur les murs, liberté, j'écris ton nom. Bon, il fait une quarantaine de vers comme ça. Paul Éluard, auteur, liberté, il y a toujours liberté, j'écris ton nom, répété à chaque vers. Voilà, ça c'est une répétition. Mais on peut remplacer un élément par un autre. On a ce qu'on appelle les substitutions nominales. Substitution nominale qui consiste donc à remplacer un nom par un autre. Le chat dort, point. Le félin est sur le canapé. Un nom remplacé par un autre. Substitution nominale. Voilà. On remplace un nom par un autre. La tour Eiffel, la dame en fer. La tour Eiffel, la dame en fer. Voilà. Substitution d'un nom par un autre. Le facteur, le postier. L'enseignant, le prof. L'enfant, le gamin. Bon. La phrase X est là des relations avec la phrase X moins quelque chose, parce qu'un nom est répété avec une substitution d'un groupe nominal par un autre. Une remarque, le groupe nominal peut être plus ou moins enrichi. La tour Eiffel, ça fait 3 mots. La dame en fer, ça en fait 4. Le chat, le joyeux félin. L'objectif en plus. Ça peut être la substitution peut être plus ou moins riche ou plus ou moins pauvre par rapport à ce qu'elle remplace. Mais en tout cas, voilà, il y a un principe. Je remplace un nom par un groupe nominal. Substitution pronominale. Ça, c'est la plus courante. C'est la plus courante parce qu'en français, nous avons un groupe de mots, une classe de mots, dont la fonction est de remplacer. Fonction est de remplacer les noms pronominales à la place d'un nom. Et je vous rappelle que les pronoms, ils sont de 7 subdivisions différentes. Pronom personnel, pronom possessif, pronom démonstratif, pronom exclamatif, pronom relatif, pronom numéro, pronom indéfini. Ça, il faut le savoir absolument par cœur. Il y a 7 types de pronoms. Et donc, j'ai mon chat, il dort. Pronom personnel. Il, je, tu, il, nous, vous, il, moi, toi, soi. Pronom personnel, je le vois. Les pronoms qui sont sujets, je, tu, il, nous, vous, il. Les pronoms qui sont compléments directs, je le vois. Les pronoms indirects, à moi, à toi. Bon. Pronom personnel, très commun. La phrase 2, elle a des relations avec la phrase 1, parce qu'on a remplacé un élément de la phrase 1 par un pronom. C'est des personnes, c'est des objets, c'est aussi des phrases complètes. Je suis en retard. Phrase 1. Je m'en excuse. Le en, il remplace quoi? Eh bien, il remplace la phrase complète. Je m'excuse de quoi?
Je m'excuse du fait que je suis en retard. Donc le en, c'est un pronom personnel, c'est un pronom qui remplace en l'occurrence tout un ensemble de groupes de mots antérieurs, une idée complète. Le en, il peut aussi remplacer, comme le i, un lieu. Tu vas à Paris, j'en reviens. Je reviens de quoi? Ben de en, i pour Paris. J'y vais demain, i pour Paris. Donc, rappelez-vous les pronoms, révisez le cours sur les pronoms. Pronom personnel, il remplace un objet, un lieu, une... Oui. Eh bien, je m'excuse de quoi? D'être en retard. Un complément essentiel direct. Indirect. Complément essentiel indirect. Pronom personnel. Pronom démonstratif. Le chat dort. Celui-ci est sur le canapé. Démonstratif, celui-ci, celui-là. Si c'était une idée, cela. Ceci, cela. Si c'était un pronom possessif, le mien. Le chat dort, le mien quoi? Bah, le mien chat est sur le canapé. Si c'était un numéral, les chats dorment, le troisième est sur le canapé. Pronom numéral, le troisième. Les pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, lequel, vous vous rappelez qu'ils remplacent leur antécédent. Le chat que tu vois, ben le que, il remplace dans cette proposition subordonnée, il remplace chat. Tu vois quoi? Tu vois le chat. Le qui est un sujet, pronom qui remplace un mot sujet. Le que, un mot COD, et le dont, un mot COI. Complément d'objet indirect. Le chat que tu vois dort. Tu vois quoi? Ben, tu vois le chat qui est remplacé en fait par que. Donc les pronoms personnels, démonstratifs, numéros, relatifs, les pronoms encore indéfinis, les chats dorment, certains sont sur le canapé, aucun n'est sur le canapé, nul n'est sur le canapé, beaucoup sont sur le canapé, pronom indéfini, ben, il remplace chat. Pronom interrogatif, exclamatif, les chats dorment, quel fainéant, exclamation, pronom exclamatif. Non, pardon, quel fainéant, ce serait plutôt un déterminant. Ça viendra pour la suite. Pour avoir un interrogatif, c'est qui? Les chats dorment. Lesquels sont à toi? Qui sont les miens? Qui lesquels? Pour avoir un pronom interrogatif. Les pronoms remplacent donc un nom. Donc, dans la phrase 1, 2, 3, 4, eh bien, ici, on peut par rapport à avoir ici, par exemple, avoir une répétition. Dans celle-ci, on pourrait avoir une substitution nominale. Dans celle-ci, on pourrait avoir une substitution pronominale. Voilà. Qu'est-ce qui fait que les phrases sont liées? Eh bien, celle-ci est liée à celle-là parce qu'elle fait une substitution nominale. Celle-là est liée à celle-ci parce qu'elle va faire une substitution pronominale. Celle-ci, elle va faire, par rapport à celle initiale, une répétition. Les phrases, le texte va se structurer parce qu'il y aura substitution d'un élément par rapport à un autre. Donc,
les substitutions par des noms, par des pronoms, par des déterminants. Par des déterminants. Petit exemple. Pierre arrive. Son chien est mort. Il n'y a aucun mot commun de la phrase 1 à la phrase 2. Pierre arrive, son chien est mort. Cependant, le déterminant possessif ici, évidemment, nous indique que c'est le chien de Pierre. Donc, en fait, le son remplace Pierre, le chien Pierre. Donc, ce qui fait la jonction entre ces deux phrases-là, c'est qu'il y a un déterminant, et ce déterminant indique à qui est le chien. Et il indique un personnage antérieur, son chien, le chien de Pierre. Donc, la jonction entre la phrase 2 et la phrase 1, elle vient du déterminant possessif. Déterminant possessif, déterminant démonstratif. Pierre arrive, ce gars-là est mon frère. Ben, le ce, on verra Pierre aussi. Ce gars-là, ce-là, ça montre un élément qui est un élément antérieur. Donc les déterminants, ils servent eux aussi à faire la jonction entre la phrase X et la phrase suivante. Ça, ce sont donc les cas les plus habituels des substitutions. Question? Pas de questions. Alors, dernière information sur les substitutions. Les substitutions sont dites partielles, totales, sémantiques. Partielles, totales, sémantiques. Donc, remarque. Les substitutions sont dites partielles, totales, sémantiques. Question du concours, c'est analyser les substitutions dans le texte suivant. Il faut dire par quoi les éléments sont substitués. Et puis, deuxième information, si elles sont totales, partielles ou sémantiques. Alors, total, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a un pronom, on a un mot, on a une expression, on a un déterminant qui reprend la totalité du groupe antérieur. La totalité du groupe. Le chien est noir, moi, il est propre. Le il en question se substitue à chat et prend la totalité du chat. La totalité du chat. Le groupe chat est entièrement et totalement reproduit par le pronom personnel. Substitution totale, on a un ensemble et tout l'ensemble est repris. Le chat est noir, les yeux sont verts. Substitution par déterminant possessif, mais vous voyez que dans yeux, on ne reprend pas la totalité de la bestiole. Il n'y a qu'une partie du chat qui est reprise dans la phrase suivante.
uniquement un petit morceau qui est ses yeux. On appellera ça donc une substitution partielle. La voiture se gare dans la cour, sa carrosserie est cabossée, ce n'est pas toute la voiture, c'est la carrosserie de sa porte, sa carrosserie, un petit morceau de la voiture. Donc la substitution, elle ne se fait pas sur l'objet complet, mais sur un petit morceau. Une ligne spé est chauffée, sa salle 13 ne l'est pas. Ben, la salle 13 de poids, c'est un petit morceau de la totalité de ligne spé, c'est une subdivision. C'est le cas dans des situations aussi où on a deux sujets, par exemple, ou deux éléments qui vont ensemble. Pierre et Marie arrivent, l'unité, ils portent un chapeau. Pierre et Marie arrivent, ils portent un chapeau. Donc le il, évidemment, singulier, ne reprend pas Pierre et Marie, et puis le il ne peut pas reprendre Marie non plus. Donc le il ne reprend qu'une petite partie du groupe initial. Pierre et Marie arrivent, un sujet en deux morceaux, ils portent un chapeau, c'est une reprise, mais c'est une reprise que d'un morceau du sujet antérieur. Donc c'est ce qu'on appelle une reprise partielle, une substitution partielle. Les pronoms personnels ont plutôt tendance à faire des reprises totales, mais vous voyez qu'il y a des cas qui sont pas particuliers. Et puis enfin, sémantique, il y a reprise, mais pas du même élément. Il y a reprise, mais pas du même élément. Le chien de Pierre est noir. Le mien est gris. Alors, le mien quoi? Pas mes enfants. Évidemment chien. Évidemment chien, le mien. Évidemment mon chien. Mais ce n'est pas le même élément. C'est-à-dire que je pars d'un chien qui est celui de Pierre et un chien qui est le mien. Donc en fait, c'est deux objets différents. Il y a un chien X qui est noir et un chien Y qui est gris. Donc tout le monde comprend bien que ce dont il s'agit ici, c'est évidemment d'un chien, mais ce n'est pas le même. Donc ce n'est pas la reprise de l'élément d'avant. Ce n'est pas la reprise de l'élément d'avant, puisque celui-là, il est noir, il n'est pas gris. Donc c'est deux objets différents. Donc on parle de substitution sémantique lorsque on comprend bien qu'il y a un élément repris, mais en fait, on parle d'un autre objet, d'un objet tout à fait différent. Je vais vous dire, les enfants de ma voisine ont 15 ans, les miens ont 12 ans. D'un côté les miens, d'un côté les siens. On sait bien qu'on parle d'enfants, donc il y a un élément qui est repris de sens, on parle bien d'enfants, mais on ne parle pas des mêmes gosses. Ceux de la voisine, les miens. Et donc vous voyez que c'est plutôt sur les pronoms possessifs et sur les déterminants, et sur les pronoms, pardon, démonstratifs. Le chien de Pierre est noir, celui-ci est gris. Il y a un chien là-bas, celui de Pierre, et puis il y en a un là-bas, celui-ci. C'est deux chiens différents. Donc les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs, ils peuvent être en substitution dite sémantique parce qu'ils ne renvoient pas aux mêmes objets dans un texte et dans l'autre. La substitution, elle se fait donc essentiellement par ces trois éléments-là, nominal, pronominal, déterminant. On peut trouver aussi des extensions, hein, pas simplement un nom, mais un groupe pronominal étendu.
le chat, cette créature féline cruelle. Chat, félin, alors les temps dans la chose. Et puis, il faut se demander dans quelle mesure est-ce que c'est une reprise qui est ponctuelle, partielle ou totale qui est envisagée. Bon, c'est pas très difficile cette partie-là. Et là, elle consiste juste à se demander comment un texte a des relations avec des éléments antérieurs. Ce qui signifie que si on voulait schématiser, il y a des mots de jonction. Les mots de jonction, ce sera donc les adverbes et les conjonctions de coordination. Il y a ensuite une seconde salle qui est les répétitions. Et puis, il y aura une seconde salle qui est la substitution, les substitutions. Quand on regarde un texte, on se dit, y a-t-il des mots qui structurent les phrases les unes par rapport aux autres, conjonction, adverbe, y a-t-il des éléments qui sont répétés, et puis y a-t-il des éléments qui sont substitués. Avec cette idée aussi qu'il y a éventuellement des relations de sens. Si aucun de ces éléments-là n'est là, c'est soit que le texte est complètement incohérent, soit que, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un lieu unique, il y a un temps unique, où il y a une déjonction de causalité entre eux. Premier élément de ce cours, que nous allons mettre en application dans un instant, structuration du texte. Mais je le joins avec deuxième notion. Deuxième notion, qui est l'articulation du sujet et du prédicat. Alors là, on doit être dans quelque chose de tout à fait simple, mais par contre, je ne pense pas que vous en ayez spécialement l'habitude ou la connaissance. Donc, on va explorer quelque chose. Dans un texte, s'il y a des phrases, ces phrases, elles ont sans doute un sujet et un verbe. Un sujet et un verbe. La question qui se pose ici, c'est est-ce que la phrase 2, elle repart plutôt sur le sujet de la phrase 1, ou est-ce qu'elle repart plutôt sur le verbe? Dans toutes les phrases, vous allez avoir quelque chose qui va faire l'action, ou la subir, le sujet. Et puis ensuite, vous avez le verbe plus le reste qui va vous décrire l'action, le cadre d'action. Le sujet, c'est ce qu'on appelle le sujet, et puis le reste, en grammaire, on appelle ça le prédicat, c'est-à-dire ce qui en est dit. Le sujet, ce dont on parle, le prédicat, ce qui est dit sur ce dont on parle. La phrase suivante, est-ce qu'elle reste sur le même sujet et elle dit quelque chose d'autre? Ou est-ce qu'elle va faire circuler des éléments, tantôt dans le sujet, tantôt dans le prédicat? C'est là la question qui est posée, l'articulation du sujet et du prédicat. Le chat. Suit la souris. Tu as poursuivi la souris. Est-ce que la phrase suivante, on rebondit sur chat ou on rebondit sur souris? Si on rebondit sur souris, sur chat, pardon, ça nous donnera il s'approche rapidement. Le félin, une substitution nominale.
on dit. On a un texte en 3 phrases, et dans ces 3 phrases, nous avons un principe de substitution pronominale sur la phrase 2, chat est remplacé par il, et nous avons un principe de substitution nominale, pronominale ici, nominale là, le félin est substitué à chat. Et comment circule le sens? Eh bien, il circule par le fait que nous avons toujours le même sujet. Nous avons toujours le même sujet qui s'exprime dans ce texte-là. Ce texte-là, il est centré toujours sur le même personnage. On appellera ça un texte à sujet constant. Un sujet constant, c'est toujours le même. Mais on pourrait avoir d'autres solutions. On pourrait avoir d'autres solutions qui font que le sens circulerait différemment. Le sens circulerait différemment. Alors, qu'est-ce que ça nous donnerait? Eh bien, ça nous donnerait phrase initiale la même. Le chat prédicat poursuit la souris. On passerait à un L. Et donc, ça voudrait dire qu'un élément ici qui était dans le prédicat se retrouve maintenant dans le sujet. Elle se cache dans un trou. On va poursuivre par un il est trop sombre pour que le chat sombre, ce serait idiot, il est trop petit, petit pour que le chat y engage. Et donc ici, trou va se retrouver lui aussi, parce que voilà, transféré dans le sujet, et chat que nous avions ici dans le sujet, eh bien chat va se trouver lui transféré dans le prédicat. Et donc comment ces phrases elles organisent la circulation du sens? Eh bien, on a une phrase initiale, le chat poursuit la souris. On s'aperçoit qu'un élément qui était dans le prédicat va se retrouver dans le sujet avec une substitution pronominale. La phrase suivante, un élément qui était dans le prédicat se retrouve dans le sujet avec substitution pronominale. Et qu'il y aura de surcroît reprise du sujet 1 dans le prédicat 3. Sujet 1 de la phrase 1, donc prédicat numéro 3, 1, 2, 3, par répétition. Ici, j'ai un sujet 1, ici, j'ai un sujet 2, et ici, j'ai un sujet 3. Ici, j'ai un prédicat numéro 1, prédicat numéro 2, prédicat numéro 3. Cette phrase-là, elle est donc reliée à la précédente parce qu'elle reprend un élément du prédicat numéro 2 en sujet. Et elle reprend par répétition un élément du sujet, numéro 1. Le félin rogne de mécontentement. Le félin rogne de mécontentement. Retour du sujet numéro 1. C'était le sujet 1, le chat. S'est retrouvé dans le prédicat numéro 3 et se retrouve de nouveau sur la phrase 4 comme sujet. Qu'est-ce qu'on se demande quand on fait ça?
eh bien, on se demande comment on articule dans une phrase les différents éléments, comment les éléments qui relèvent du sujet passent ponctuellement dans le prédicat, et comment du prédicat au sujet, les éléments peuvent circuler de l'un à l'autre. On appelle ça un texte à sujet linéaire dérivé, et ça marche en ligne. On arrive ici, boum, on passe sur celui-là. On arrive ici, boum, on passe sur celui-là. On arrive ici, boum, on passe. Donc, linéaire, ou alors dérivé, puisqu'on dérive du prédicat 1 le sujet 2, on dérive du prédicat 2 le sujet 3, on dérive du prédicat 3 le sujet, etc. Donc, quand on a une structure comme ça, le sujet est constant, c'est une progression constante, une articulation constante, une articulation dérivée, quand on est sur ce modèle-là. Alors, maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir se confronter à la dure réalité des textes. Alors, Zingt. Seul Zingt n'abandonna pas son cheval. Seul Zingt n'abandonna pas son cheval. Seul Zingt n'abandonna pas son cheval. Il ne pouvait supporter l'idée de le quitter. En outre, il portait toutes ses affaires. Il commença à courir en tirant le cheval. Il avait très envie de le monter, mais il ne voulait pas servir de scie. Chemin du désert de Inouï. Première chose qu'on peut regarder, je prends un stylo d'une certaine couleur, n'importe laquelle, c'est si ces phrases-là sont jointes par autre chose que des substitutions. Autrement dit, j'ai une observation qui consistera à se demander s'il y a dans ce texte-là des relations entre les phrases qui sont faites par quoi? Par un type de mot particulier qu'on appelle pour en outre un adverbe et pour mais une conjonction coordination. Donc ici, j'ai adverbe et ici, j'ai conjonction de coordination. Donc cette phrase-là, elle est reliée à celle-ci à cause du mais, et celle-ci, elle est reliée à celle-là à cause du en outre. Et ces mots, qu'ils soient adverbes ou conjonction de coordination, ont un sens. Le mais, c'est une opposition. En outre, c'est un ajout. De plus, par ailleurs, en outre, donc ici, j'ai une information complémentaire, quand ici, j'ai une opposition. Information complémentaire, opposition. Ensuite, je peux m'interroger sur les répétitions. Répétition.
est-ce que j'ai quelque part des répétitions? Eh bien oui, il y en a une, en tout cas. Alors, il, pour les pronoms, mais si je m'intéresse tout d'abord au nom, eh bien, j'ai ici une répétition, et je sais donc que la phrase 4, elle est reliée à la phrase 1 par le fait qu'elle répète un élément de la phrase 1. Entre ici et ici, jonction de la phrase 4 avec la phrase 1, répétition. Donc ça me dit, si je les numérote, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me dit que la 5 et 6, elles sont liées par une conjonction de coordination. La 2 et 3, elles sont liées par un adverbe. Et la 4 et 1, elles sont liées par une répétition. Et puis maintenant, je vais me demander, oui. Alors, ce n'est pas une phrase, mais effectivement, comme il y a un mot de liaison entre les deux, c'est une proposition. Isole, moi je l'isole comme tel. Elle aura son propre sujet. C'est une proposition, donc effectivement, je fais comme si c'était une phrase pour montrer l'articulation qu'il y a entre ces deux morceaux-là. Maintenant, ce que je peux regarder, c'est les substitutions. Seul Xinct n'abandonna pas son cheval. Ben déjà, là-dedans, j'ai une substitution. C'est le cheval à qui? Eh oui. Xinct se trouve ici remplacé par un déterminant. J'ai une substitution par déterminant. Substitution par déterminant. Et là, dans la phrase suivante, elle ne tombe pas de la lune, elle nous fait deux substitutions. Par pronom. Il est le. Très bien, il est le. Deux pronoms personnels. Simplement, il faut maintenant se demander qui est qui. Xinct, masculin singulier, cheval, masculin singulier, il. Est-ce que c'est le cheval? Est-ce que il remplace cheval? Ou est-ce que il remplace Xinct? Et pourquoi? Ben voilà. Ça, c'est très important. Vous l'avez les deux, la formation. C'est qu'il faut se demander qu'est-ce que ça dit si on remplace les il par les noms qu'il remplace. Est-ce que c'est Xinct ne pouvait supporter l'idée de quitter son cheval? Ou est-ce que le cheval ne pouvait supporter l'idée de quitter Xinct? Est-ce qu'on est dans un conte, et puis le cheval, il a son mot à dire, il parle, le cheval, il va dire, écoute, Xinct, je voudrais rester avec toi, est-ce que tu pourrais... Ou alors, est-ce qu'on est dans un texte un peu plus rationnel, dans lequel le cheval ne parle pas, le cheval n'a pas de sentiment, le cheval se tait, et par conséquent, ce sera Xinct, et donc, conséquence, le cheval, ce sera le. Là, cette phrase-là, elle est doublement reliée à la phrase antérieure. Doublement, parce qu'il y a deux éléments qui sont repris. Il y a deux substitutions pronominales. Deux substitutions pronominales. Mais il faut décider qui par quoi. Qui par quoi. La logique, c'est que l'humain ne peut supporter l'idée de quitter le cheval. Si je m'interroge maintenant sur la distinction entre sujet et prédicat, le sujet
ça, sujet grammatical. Et ce qu'il en est dit, c'est ça. Qui est le héros dans tout sujet? Qui fait l'action? C'est Xing. Qu'est-ce qu'on dit de lui? N'abandonna pas son cheval. La phrase suivante, je dis donc que il, c'est toujours Xing. Et que le reste, c'est donc le prédicat. Ça signifie donc que, vous voyez, ce qui était dans le sujet reste dans le sujet. Ce qui était dans le sujet reste dans le sujet. Et ce qui était dans le prédicat, il reste aussi. C'est une progression qu'on appelle constante. Ce qui est dans le sujet reste dans le sujet, ce qui était dans le prédicat reste dans le prédicat. Donc, vous voyez, ces deux phrases assez basiques, mais sur le fonctionnement d'un texte, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a à dire que les mots se substituent les uns aux autres. Sur ces deux phrases, on a quand même une, deux, trois substitutions. Une par déterminant, deux par pronom. On a ensuite, deux par pronom et un par déterminant. Deux par pronom et un par déterminant. On a ensuite une constante dans le sujet. C'est toujours le même qui est sujet. Et les éléments qui sont dans le prédicat sont encore dans le prédicat. Phrase suivante. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire qu'elle est reliée aux autres par un adverbe. Mais j'ai encore d'autres choses à dire. J'ai deux substitutions. Une pronom plus une déterminant. Il y a un il ici qui remplace quelque chose, et il y a un c qui remplace quelque chose. Alors le il remplace. Alors pourquoi? Eh oui, et c'est là que ça devient ennuyeux. Bon, c'est pas ennuyeux, mais c'est là qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'il y a un il ici, il y a un il ici que c'est le même personnage. Parce que en outre, Xing portait les affaires du cheval. Le cheval, il a des petites affaires, il a un service à thé, il a des sabots, il a des fers de rechange, il a. Et c'est Xing qui porte les affaires de son cheval. Xing portait toutes les affaires du cheval. Non, c'est évidemment le cheval. Le cheval portait les affaires de Xing. Ce qui veut dire que là, on a un croisement du sujet et du prédicat. Le il, ici, c'est donc cheval. Il. Et le C, c'est pas ça que je veux comme couleur. Vous voyez, dans une couleur, je veux le bleu. Hop. Le C, c'est Xinct, et au plus proche, Xinct, il était là. Donc on a un pronom qui se substitue à un pronom qui renvoie initialement à cheval, et on a un déterminant qui renvoie à un pronom qui renvoie initialement à Xinct. Et si je m'intéresse maintenant à la distinction entre sujet et prédicat, le sujet c'est ça, et le prédicat c'est ça, ce qui signifie donc qu'on a, au point de vue du sujet et du prédicat, vous voyez qu'on a une inversion. Ce qui était dans le prédicat se retrouve dans le sujet, ce qui était dans le sujet se retrouve dans le prédicat. On a donc une double dérivation. Ce qui était sujet, c'était ce qui était dans le prédicat avant, et ce qui se retrouve dans le prédicat, c'était ce qui était sujet. Il y a donc une double dérivation. Et là, phrase suivante, si l'auteur ne fait pas une répétition, il de sens. Il commença à courir, point. Il commença à courir, point. Donc, qui ce serait? Ben, ce serait vraisemblablement le cheval. Il commença à courir. On reprend le sujet le plus face à un cheval, ça court, un cheval. Mais comme ce n'est pas le sens que veut l'auteur, il rebascule cheval ici. Et donc, nous avons de nouveau
une inversion. Le cheval se retrouve dans le prédicat quand Xing se retrouve de nouveau sujet. Xing commence à courir en tirant le cheval. Oui, pourquoi on fait une répétition? Parce que si on ne répétait pas cheval, on penserait que c'est le cheval qui court. Donc l'auteur est obligé de faire une répétition pour que les choses soient claires. Donc nous avons ici une substitution pronominale et nous avons une répétition le cheval, une répétition le cheval, une substitution pronominale, c'est devient il, qui renvoyait à Xing initial. Et si je m'intéresse maintenant à la distinction entre ce qui est sujet et ce qui est prédicat, on a en quelque sorte une restauration de la situation antérieure. Enfin, on a de nouveau un double croisement, une double dérivation. Et ce qui était sujet se retrouve dans le prédicat, ce qui était dans le prédicat se retrouve sujet. Deux pronoms, deux substitutions pronominales. Et là encore, le sens. Est-ce que c'est le cheval qui a envie de monter sur Xing? Ou est-ce que c'est Xing qui a envie de monter sur son cheval? La réponse est suffisamment idiote pour que ce soit clair. Le cheval n'a pas envie de monter sur l'humain. Donc c'est Xing avait très envie de monter le cheval. Donc nous sommes sur un principe de substitution, cheval le. Nous sommes sur un principe de répétition. Donc quand j'ai dit deux substitutions pronominales, c'est en fait une bêtise de ma part. C'est une substitution pronominale et une répétition. Il. Xingt commençait à courir en tirant le cheval. Xingt avait très envie de monter le cheval. Et ça me dit que nous sommes sur sujet constant. Sujet constant parce que ceci, c'est le même que le précédent et le, c'est le même prédicat que précédemment. Hop. Ce qui était dans le sujet reste dans le sujet, ce qui était dans le prédicat reste dans le prédicat. Et puis, ça finit par une conjonction de coordination et une constance du sujet répétition ici, une fois que je suis passé sur le sujet Xingt, répétition, répétition d'huile, et ce qui était dans le sujet reste dans le sujet. Quand ce qui était dans le prédicat, ben, il reste deux fois en tout cas. Donc sur cette dernière phrase, qu'est-ce qui la lie aux précédentes? La conjonction de coordination mais, la constance du sujet, il, sujet, et ce qu'il a dit encore, c'est la répétition du pronom. Donc cette phrase-là, elle est trois fois liée aux précédentes, par la conjonction de coordination, par la constance du sujet, sur le même sujet depuis trois phrases, et par le fait qu'il y a répétition par rapport à la phrase antérieure 5. Comment ça se fait, ces études-là d'analyse du sujet et du prédicat? Ben, ça se fait comme je le fais là, c'est-à-dire avec le texte réécrit, le texte avec des couleurs, sujet d'un côté et le prédicat de l'autre,
des flèches et une colonne commentaire. Dans la phrase 1, nous avons une substitution du sujet par un déterminant. Dans la phrase 2, nous avons une substitution du sujet par un pronom et du prédicat par un pronom. Nous avons sujet constant. Dans la phrase 3, nous avons un adverbe qui relie la phrase 3 à la phrase 2. Substitution d'un pronom par un autre. Substitution d'un pronom par un déterminant. Nous avons en outre dérivation du sujet et du prédicat. Dans cette phrase-là, nous avons substitution d'un déterminant par un pronom et répétition d'un groupe nominal, depuis la phrase 1. Et nous avons dérivation du sujet et du prédicat. Dans la phrase 5, nous avons répétition d'un pronom et substitution d'un nom en pronom. Sujet constant. Dans la phrase 6, nous avons jonction avec une conjonction de coordination, répétition d'un pronom, sujet constant. Bon, voilà. Voilà la chose. Voilà la chose, c'est qu'elle s'analyse. On regarde donc tous les éléments que je vous ai signalés avant, c'est-à-dire la présence de mots, de structuration, la présence de répétition, la présence de substitution, 1, 2, 3, les mots de liaison, les substitutions, les répétitions. Et puis ensuite, on regarde si les éléments sont toujours à la même place, si c'est toujours le même sujet, si c'est toujours des éléments du prédicat dans le prédicat, ou alors s'il y a circulation de l'un. Donc on regarde 4 choses. Nous allons nous intéresser, on va les prendre par degré de complexité. Le 7. Donc, je vais à la ligne à chaque fois. Hier, je vais isoler toutes les propositions. On va isoler les propositions, comme ça, pas plus clair. La belette se rapprochait. Elle se réveilla sur lui. Si vite qu'il ne put l'avoir sauté. Déjà, elle l'avait saisi à la gorge. Le louveteau n'aurait pas survécu si sa mère ne s'était trouvée près de là. En entendant les plaintes de son fils, elle s'élança à travers les broussailles. La belette, lâchant sa proie, sauta à la gorge de l'intruse. Elle la manqua de peu. D'un coup de tête, la louve l'envoya brutalement en l'air. Avant que la claire jaune ne retombât à terre, elle le happa au passage.
Les 4 premières propositions. 1, 2, 3, 4. 4 propositions indépendantes. Ces 4 propositions-là, comment se structurent-elles les unes par rapport aux autres? On va faire la liste des questions. La liste des questions, c'est des mots de jonction. Ensuite, deuxième, des répétitions. Troisième, des substitutions. Et ensuite, en 4, on s'intéressera sur la circulation du sens entre le sujet et le prédicat. Donc, question numéro 1, y a-t-il sur ces 4 phrases-là des mots de jonction? Alors, lesquels? Sur ces 4-là. Les 4 premières. Alors, il y a un adverbe de temps. Adverbe de temps. Déjà. Elle l'a auparavant saisi à la veuve. Déjà. Si vite que, si que, c'est une conjonction. C'est une conjonction de subordination. Conjonction de subordination. La particularité ici, c'est que la conjonction de coordination, en fait, est séparée dans une phrase isolée. Pour insister dessus, donc si que ce n'est pas une conjonction de coordination, ce n'est pas un adverbe non plus, c'est une conjonction de subordination. Donc, elle implique quand même une relation entre les deux phrases, puisque théoriquement, ça devrait être la même phrase. Principale et subordonnée. Bon, il a mis un point entre les deux. On peut dire donc ici, on a une relation un peu inhabituelle. On a une phrase qui commence par une conjonction de subordination, il y a une proposition subordonnée qui est indépendante, qui théoriquement n'est pas possible. En tout cas, de sûr, il y a l'adverbe de temps. Ensuite, est-ce qu'on a des répétitions? Alors, où? Si vous me dites que ça s'est répété, ça veut dire qu'il est là. Sinon, bah, c'est qu'il n'est pas répété. C'est qu'il se substitue à quelque chose. Ben, ce n'est pas une répétition. Puisque ça, c'est aide, et puis ça, c'est là. Il n'y a que. Et ce n'est pas une répétition. La répétition, c'est quand on reprend le même mot. Chat, chat, manger, manger, ordinateur, ordinateur, elle, elle. Le elle ici ne recopie rien de cela. Remplace, certes. Alors bon, parlons effectivement des répétitions. Alors, des substitutions. Alors, pour que ce soit clair, je vais prendre 3 couleurs parce qu'on a 3 personnages. 3 personnages dans cette histoire. Donc, je vais prendre 3 couleurs. La belette, groupe nominal. Est-ce qu'elle se retrouve ailleurs, cette belette, dans la phrase 2? Ici. Donc, entre la 1 et la 2, on a substitution du nom nominal par un pronom. Et vous l'avez dit, elle se retrouve ici, elle se rue à celui si vite qu'il ne put la voir. Là, c'est la belette. Et la revoilà
Ici, c'est simple, on a un sujet masculin, un sujet féminin. On a un personnage masculin, un personnage féminin. Donc le féminin, il va occuper les fonctions, les remplacements, les substitutions féminines. La belette se rapprochait, la belette se rua sur lui, si vite que lui ne peut voir la belette sauter. Déjà la belette avait saisi le lui à la gorge. Donc on a substitution pronominale, substitution pronominale, substitution pronominale. On met des pronoms à la place des pronoms et des pronoms à la place des lui. Et puis, parallèlement, il y a un autre personnage que je vais mettre en rouge, c'est lui. Et le problème, c'est que lui, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est là et qu'il est là. Il est là et il est là. Un lui qui devient il qui devient l'apostrophe. Donc, on a trois incarnations du deuxième personnage, substitution, substitution. Bon, jusque-là, ça va. J'ai un personnage 1, la belette, elle, là, elle. J'ai un personnage 2, lui, il. Et dans la phrase suivante, on va avoir l'information qui nous manque, c'est qui est de lui, c'est un louveteau. Le louveteau, masculin, singulier, donc lui, il, elle, le louveteau. Il faut supposer que le texte a été coupé, puis qu'avant, vous voyez le louveteau. Vous voyez avant, mais en tout cas, il apparaît ici. Et donc là, on a une substitution nominale. On a un pronom qui passe en rouge. Et puis intervient un nouveau personnage que je vais mettre en bleu. Le louveteau a une mère. La belette. Et la belette n'est pas la mère du louveteau. Et le louveteau n'est pas une mère, masculin, féminin. Donc forcément, c'est un autre personnage. Cependant, ce personnage, il n'est pas si déconnecté du louveteau à cause du saras. La mère du louveteau. Donc, ce qui relie ces deux morceaux-là, c'est la même phrase, le fait qu'il les relie, c'est que ici, on a un élément qui est substitué par un déterminant. Le louveteau n'aurait pas survécu si la mère du louveteau ne s'était trouvée près de là. Il y a trois éléments que je voudrais que vous analysiez sur les deux phrases qui suivent. Il faudrait trouver et identifier. Il y a trois substitutions. Et peut-être même quatre. Alors, fils, c'est qui? Fils, c'est louveteau. Donc, louveteau, il était là, il passe là. Le fils à qui? À sa mère, mais comme c'est un masculin fils, le déterminant qui va remplacer mère est un son. Alors, elle, c'est qui? C'est soit la belette, soit la mère. La logique, c'est quand même que ce soit la mère. La mère qui s'élance pour protéger son fils. Et puis, un autre élément qu'il faudra analyser aussi, c'est les pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis, parce que les pronoms réfléchis réfléchissent le sujet. Donc, elle élança la mère, élança la mère à travers les broussailles. Les verbes réfléchis, ils ont un se, un me, un te, un nous, un vous, qui reproduit le sujet. Donc, dans elle s'élança, le se, c'est un pronom réfléchi, il réfléchit donc la mère. Alors, il y en a un au-dessus, effectivement, qui est le se rapprocher. Le se rapprocher, c'est rapprocher qui? Rapprocher la belette. La belette rapprocher la belette.
se rapprocher. Vous voyez que ça, c'est un texte qui est quand même très simple sur sa compréhension, mais il entretient des relations grammaticales de substitution qui sont quand même vachement nombreuses. Sa mère, son fils, elle. La belette. Alors, la belette, ça m'indique évidemment le personnage du début. Et pourquoi est-ce qu'il est répété? Mais il est répété parce que sinon on ne comprendrait rien du tout. Si c'était un elle, on penserait que c'est de nouveau la mère. La belette, lâchant sa proie, sauta à la gorge de l'intruse. Qui est la proie, qui est ça et qui est intruse? Alors, non, ça c'est belette. Et proie, c'est effectivement louveteau, qui se trouvait au plus près à Fils. La belette, lâchant le louveteau de la belette, sauta sur la proie de celle qui vient de débarquer, à savoir la mer. La belette, lâchant le louveteau de la belette, sauta à la gorge de la mer. Vous avez une belette qui est en train de bouffer un louveteau. La mer débarque. La belette, lâchant le louveteau, s'occupe maintenant de la mer. Elle, la mer, non, pardon, pas du tout. La belette manque à qui? La mer, de peu. Et donc, comment on appelle ça, la mer d'un louveteau? La louve. Donc, on a attendu un certain temps avant d'avoir le mot louveteau. Ben là, on vient d'avoir un nom pour mère. Ma mère, elle avait un fils, elle était intruse, elle était là, elle était louve, et elle envoie quoi? Le l'apostrophe, qui se trouve donc être la belette. Exact. Elle attrape la belette, pardon, la louve attrape la belette, fait un mouvement de tête, donc la belette est vole en mer, elle retombe. Donc, la belette qui était ici se retrouve substituée par un groupe nominal, l'éclair jaune, qui va se faire croquer par qui? Eh bien, par la louve. Et donc, c'est le bordel. C'est tout à fait compréhensible, mais dans le texte en lecture comme ça, mais ça, c'est le texte est structuré, il est organisé par tout un réseau complexe de jeux de substitution. Oui. La mère boufferait le louveteau? Non, la louve ne peut pas manger le louveteau. L'éclair, c'est la belette. Avant que la belette ne retombe à terre, la louve appât la belette au passage. Non, avec un zombie, c'est qu'elle s'est sauvée. Non, parce que appât, ça veut dire croquer. Hein. Substitution par un pronom. Substitution par un pronom, substitution par un pronom. Après, il y a un grand moment pendant lequel elle disparaît. Donc, elle sera répétée. Substituée par un déterminant. Substituée par un pronom. D'ailleurs, on pourrait dire que au plus près, elle est là, mais elle est plutôt là. Substituée donc par un pronom. Substituée par un pronom. Substituée par un nom. Substituée par un pronom. Donc, vous voyez, le personnage 1 de l'être, quand on le suit, il est quand même très, très remplacé par tout un ensemble d'objets. Personnage 2, substitué par un pronom, par un groupe nominal, par un déterminant, par un nom, et il disparaît. Et enfin, un nom
substitué par un déterminant, par un pronom, par un déterminant, par un déterminant, non, pardon, par un nom, par un déterminant, par un nom, par un pronom. Si on fait donc la liste de tout ce qui remplace belette, c'est ce, elle, la belette, ça, elle, l'éclair jaune, le. Tout ce qui remplace louveteau, lui, il, le, louveteau, ça, fils, roi. Et tout ce qui remplace louve, c'est donc mère, son, elle, ce, intruse, là, la louve, elle. Donc voilà, c'est réseau de substitution assez important. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il y a des sujets constants? Pas. Donc le sujet des verbes, qu'est-ce que c'est? C'est ça. 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 Ce morceau-là. Ça. Et ça encore. Ça. Et ça. 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 Donc tout ce que j'ai mis là, c'est le sujet grammatical des verbes. Donc ce qu'on peut dire, le reste, donc c'est le propos, c'est le prédicat, pardon. Donc là, nous avons un sujet constant. Sujet constant. Le phrase 1 et 2, sujet constant. Ensuite, les dérivés. Prédicat, sujet, les dérivés. Ensuite, il est de nouveau dérivé. Ensuite, c'est un nouveau sujet. Nouveau sujet qui débarque. Ah non, pardon, non, il est encore dérivé, oui, dérivé. Dérivé ici, dérivé ici. Là, celui-là, c'est un nouveau sujet, mais il a une part du sujet antérieur, ça. Dérivation depuis. Non, ben non, c'est le même. Pardon, c'est le même. Sa mère, elle, c'est le même. Répétition du sujet numéro 1. Sujet constant, la belette, elle. Dérivation du prédicat vers le sujet. Dérivation encore. Et redérivation. Ça dérive de tous les deux. Mais en gros, ce qui est sujet n'est jamais véritablement le sujet de la phrase précédente. Ça dérive des prédicats de tout le chat poursuit la souris. Elle, gna gna gna. Elle, ça dérive de souris. Ce n'est pas un sujet constant, sauf ici. Sauf ici. Sauf ici. Voilà, il y a 6 phrases à sujet constant. Toutes les autres, elles sont à sujet différent, dérivé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 à sujet constant et 7 à sujet dérivé. Allez, vous allez essayer de m'en faire un tout seul. Qui est le numéro 4.
Action. Allez, si je donne toutes les propositions, ça donne ça.
C'est un pronom relatif. Bon, alors, interrogeons-nous tout d'abord sur tout simplement les répétitions. Vous avez vu, quand on analyse, il y a un problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas combien il y a de personnages. Et ça, c'est un peu ennuyeux parce que le boni en question, on a bien du mal à savoir exactement quel est son rôle dans l'ensemble. Mais enfin, ce qu'on peut dire sur les répétitions. Voilà. Là, on a le cheval. Donc, ce cheval, il va apparaître une autre fois. Ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est une répétition. Le cheval. Le cheval. Oui, cette phrase ici aura une répétition ici. On aura ensuite une autre répétition qui est cavalier, ici. Et puis, nous aurons une autre répétition qui est le soleil, qui est le soleil. Il y a une répétition ici, puis il y en a, oui. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une répétition de cheval aussi avec une seconde? Alors, non, parce que c'est un pronom. Il, c'est une substitution, c'est pas une répétition. Pour qu'il y ait répétition, il faut que. Ah, attendez, est-ce qu'il s'effondre encore un autre endroit de cheval? Je ne sais plus. Pour qu'il y ait répétition, il faut qu'il y ait vraiment reprise à l'identique. Par exemple, il y a reprise de lance quelque part. Lance ici et lance ici.
et lance là. Et puis est-ce qu'il y a d'autres lances? Non, bon, ça fait déjà un certain nombre. Bon, comment ce texte est structuré? Il est structuré au moyen d'un ensemble de répétitions qui vont se faire de phrase à phrase. Soleil, soleil, cheval, cheval, lance, lance, etc. Cavalier, cavalier. Un texte, ça s'organise par le fait qu'à un moment donné, pour la clarté de l'exposé, l'auteur, il décide d'amener des répétitions d'un certain nombre d'éléments. Ensuite, nous avons des substitutions. Mais avant de regarder les substitutions, on va regarder autre chose qui est les relations sémantiques. Qu'est-ce que j'appelle sémantique? Ça s'y prête un petit peu ici. Quand on a un récit d'événements, ces événements se passent en un temps et en un lieu en général, ou plus exactement sur des temps différents. Le soleil dorait la lance comme il dort les fils d'une toile d'araignée, le cheval vacilla. Il n'y a aucun rapport entre ces deux phrases-là, hein, aucun rapport grammatical, puisque les personnages ne sont pas les mêmes, les temps ne sont pas les mêmes, dorait, vacilla, mais pourtant, on pourrait dire qu'il y a un rapport qui est lié au récit, à l'événement. Là, c'est le temps qu'il fait, quand là, c'est l'action qui se passe. Le soleil dorait la lance comme les fils le cheval vacilla. Dans tout ça, au bout du compte, eh bien, on a un lieu avec des événements successifs. Des événements successifs. Et rappelez-vous qu'un récit, c'est une alternance d'événements ou de descriptions ou d'éléments qui sont longs et brefs. Il y a des verbes qui marquent une certaine durée et ils marquent cette durée avec un temps qu'on appelle l'imparfait indicatif et des événements qui, dans ce temps long, sont des événements ponctuels, rapides, précis, qui sont marqués au passé simple. Donc, dans cette histoire, on a des éléments qui sont des éléments qui durent, qui sont en quelque sorte le décor. Certaines grammaires appellent ça des actions ou des événements d'arrière-plan, quand il y a des événements de premier plan. L'arrière-plan, c'est l'imparfait, c'est ce qui dure. Et le premier plan, c'est ce qui succède. Donc, on a un doré ici, comme il dort, une vérité universelle, valeur du présent, vérité universelle, et des basilia, obligea, hurla, des actions courtes. Donc, ce qui structure aussi ce texte-là, c'est le fait que c'est un récit avec des actions qui sont en gros des éléments du décor ou des éléments lents, le soleil brillait, avec des éléments ponctuels qui vont se succéder. Il vacilla, hurla, obligea à se relever, ces trois actions qui se succèdent dans le temps et qui sont dans cet ordre-là. C'est parce qu'il vacille qu'il hurle et c'est parce qu'il hurle qu'il l'oblige à se relever. La structuration du récit, elle se fait implicitement, elle se fait de manière naturellement compréhensible dans un lieu, mais aussi dans une succession temporelle. Donc il y a dans ce texte-là une jonction des phrases qui repose aussi sur le fait que c'est un récit, donc avec création d'un lieu et avec création d'événements successifs. Et comme c'est un lieu, eh bien, il y aura des éléments qui seront spatiaux. Alors, est-ce que vous en avez trouvé des éléments spatiaux là-dedans? Ça, c'est pas spatial, c'est temporel, une fraction de seconde. Derrière lui, on est dans un endroit dans lequel les personnages sont organisés spatialement. On a ici des hautes herbes dans un coin. Oui, si je vous demande de me décrire la scène,
eh bien, vous avez ici un cheval. Dessus, vous avez son cavalier. Quelque part, il y a des hautes herbes, quelque part, il y a un soleil, et puis quelque part, il y a un boni qui est planqué. Et la question, c'est de savoir si c'est le boni qui éjecte la lance ou si ce n'est pas lui. En tout cas, on sait que le boni, eh bien, il est caché dans les hautes herbes. Ce qui structure aussi ce texte, c'est le fait qu'il y a une organisation de l'espace-temps, les actions, mais aussi les lieux. Le derrière, d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que se trouve le cheval, puisque Boni est derrière lui. Derrière lui. Ou à moins que la figure noire ce soit un troisième, c'est là où on a du mal à interpréter le texte. En tout cas, rappelez-vous que ce qui peut se structurer un texte, c'est la suite des verbes, parce qu'on est dans un récit. C'est les liens ou les éléments spatiaux, parce qu'on est dans une description, parce qu'on est dans un récit, et temporel. Donc, vous avez trouvé quoi comme élément temporel? À nouveau, c'est un élément temporel. Un élément temporel, c'est un adverbe. C'est un élément temporel qui va placer les actions les unes par rapport aux autres. Encore, encore, ça veut dire que c'était déjà avant. Il hurle ici, et il hurle encore ici. Encore, ça marque un élément de structuration temporelle. Pendant, puis, deux actions qui sont successives. Beaucoup plus près, l'espace. Le texte nous raconte une histoire qui se passe dans le temps et dans l'espace. Il y a donc des éléments qui décrivent cet espace, des éléments qui décrivent ce temps. Donc, des répétitions et des éléments qui structurent l'espace et le temps. Qu'est-ce que nous avons encore? Après, un système de répétition. La plus intéressante, bon alors soleil, il, ça c'est évident avec soleil, substitution. Donc, ce qui est le plus intéressant dans ce texte, outre le fait qu'on ne sait pas combien il y a de personnages, c'est-à-dire si la silhouette, qui c'est la silhouette noire par rapport aux autres, il faudrait supposer qu'en fait ils sont trois. Il y a un boni planqué, il y a un cavalier, et puis voilà, là il y a une silhouette noire qui a une lance, et la lance, elle va passer de la silhouette noire au plan du cheval. Oui. Boni, il se cacha, et puis il vit le cheval, Boni. Ça, faut savoir, il y a un cavalier. Le cavalier, ça ne peut pas être la silhouette noire, ça c'est sûr, parce que derrière lui. Ensuite, est-ce que le cavalier, c'est Boni? Difficile parce que le cavalier, il reste à côté du cheval. Donc, il n'est pas dissimulé dans l'herbe, et puis son cavalier hurlait encore. Boni, c'est visiblement il est différent du cavalier. Est-ce que Boni, c'est la silhouette noire? Moi, j'ai plutôt l'impression que Boni, il est planqué dans un coin, il regarde, et puis qu'il y a deux gars, une silhouette noire qui lance une lance sur un cavalier. J'ai l'impression plutôt qu'ils sont trois. Mais on réglera ça la prochaine fois, parce que le temps tourne. Non, ce qui m'intéresse le plus, c'est la relation sémantique qui existe entre ces deux-là. La phrase « le cheval va ici à le cavalier là », elle est évidemment liée. Elle est évidemment liée, mais elle est liée par quoi? Elle n'est pas liée par une substitution, parce qu'un cheval n'est pas un cavalier. Un cheval n'est pas un cavalier. Mais un cheval a nécessairement besoin d'un cavalier. Et la liaison qui est entre les deux, c'est qu'il y a une relation de sens entre les deux. C'est une substitution sémantique. C'est-à-dire que ça ne se substitue pas, en fait. C'est deux éléments qui appartiennent au même champ sémantique. Le prof, les élèves. Si là, vous aviez
les élèves entrèrent, le prof hurla, ben, on se doute bien qu'on est dans un champ qui est d'un côté les élèves et avec les élèves vont un prof. Ben, on a un cavalier, donc ce qui va avec c'est un cheval ou vice-versa, ce qui va avec le cheval c'est le cavalier. Donc la relation qui est entre les deux, ce n'est pas une vraie substitution nominale. Cavalier n'est pas un cheval, cheval n'est pas un cavalier, mais c'est un rapport sémantique. Ce sont deux éléments qui fonctionnent en binôme, qui fonctionnent en paire. S'il y a cheval, il y a cavalier. S'il y a cavalier, c'est parce qu'il y a cheval. Donc là, vous voyez, ce n'est pas de la substitution véritablement, ce n'est pas le remplacement de l'un par l'autre. Comme quand je disais tout à l'heure, ce chien est noir, le mien est gris, ce n'est pas le même chien, donc ce n'est pas le même objet. Là, on n'a pas le même objet, cheval et cavalier, mais il n'empêche que le sens veut que l'un aille avec l'autre. L'un ne se substitue pas à l'autre, mais l'un est relié à l'autre. Donc ces deux phrases-là, elles sont reliées par le fait que le cavalier, c'est évidemment le cavalier qui va avec le cheval. C'est le sens qui le veut. Bon, ben pour la prochaine fois, vous essayez de regarder les substitutions d'un peu plus près, c'est ce par quoi on commencera.